Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 décembre, vous regardez le Flash Info du Média, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité, adapté à cette pause de fin d'année. Vous n'avez plus que 24 heures pour participer à notre grande campagne de dons de fin d'année. Vous le savez, le journalisme indépendant a un coût et on ne vit que grâce à vous. On rappelle que les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Si vous donnez 100 euros, cela vous reviendra à 34 euros. Nous avons récolté 200 000 euros, merci à vous. On continue de se mobiliser pour vous faire vivre votre média. Rendez-vous sur lemediatv.fr. Place maintenant à votre bulletin d'infos. Vous l'avez sûrement vu passer, François Bayrou est arrivé aujourd'hui à Mayotte, accompagné de Manuel Valls, son ministre des Outre-mer, Elisabeth Borne, sa ministre de l'Éducation, ainsi que du ministre de la Santé et du Logement. Une belle équipe, pourrait-on se dire, de quoi peut-être même faire bouger les choses. Mais avouons-le, avec un ministre des Outre-mer qui ne savait pas situer l'île de la Réunion, un Premier ministre qui dit que Mayotte n'est pas sur le territoire français, et une ministre qui a admis ne pas être la meilleure pour traiter de l'éducation, ce n'est pas la visite d'État la plus rassurante qui soit. Commençons donc avec François Bayrou qui s'exprimait ce matin au sujet des pertes humaines liées à cette catastrophe. Je dis qu'il faut en parler avec une très grande prudence. Mais ce qui est frappant pour tous ceux que nous rencontrons, c'est que les rumeurs de milliers de morts ne sont pas fondées. Alors que quelques dizaines ou quelques 200, peut-être, c'est dans ces zones-là que nous disent les observateurs de terrain, on se trouve. Et les observateurs de terrain, ils sont très avisés. Ils sont allés rencontrer les cadis, savoir où il y a eu des cérémonies religieuses improvisées. Mais on peut toujours se tromper. Mais les rumeurs de milliers de morts il y en avait même qui disaient de dizaines de milliers de morts. Ces rumeurs ne sont pas fondées à l'heure qu'il est, avec des éléments que nous avons. Est-ce qu'un jour on sait, il y aura combien de morts ? Ah oui, on sait des estimations, bien Vous sûr. n'avez pas renoncé à dresser un bilan définitif ? Non, je n'ai pas renoncé à dresser un bilan définitif. Et d'ailleurs, nous ne renonçons à rien. Des dizaines, voire quelques centaines. Dans cette zone, on pourrait penser que François Bayrou parle d'objets perdus, une illustration, s'il en fallait encore, de la déshumanisation des victimes de cet événement. Par ailleurs, le chef du gouvernement semble avoir des chiffres que même le président de la Croix-Rouge française n'a pas. Et ce, pour une très bonne raison, les services de secours viennent seulement d'atteindre certaines parties du territoire frappées par le cyclone. Le bilan resterait encore plus difficile à établir du fait de la tradition musulmane majoritaire dans l'archipel qui veut que les personnes soient enterrées dans les 24 heures suivant leur décès. À côté des chiffres supposés, le Premier ministre s'est empressé d'annoncer un plan d'aide à la reconstruction nommé Mayotte debout. François Bayrou voudrait reconstruire et transformer l'archipel en 2 ans en apportant aussi bien des réponses rapides à la crise actuelle qu'un plan sur le long terme. Cependant, au vu de la situation dans laquelle le gouvernement a laissé l'archipel ces dernières années, dur de s'imaginer comment ce plan prendra vie et améliorera véritablement la vie des Mahorais. Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné l'aspect réel de cette annonce, loin, je cite, des assurances et des belles paroles. Mais cette annonce ne semble pas rassurer les Mahorais pour lesquels les préoccupations sont bien différentes. Nous, on attend tout d'abord que les aides alimentaires parviennent à la population, à toute la population, sans exception. On attend aussi les bouteilles d'eau qui, pour le moment, qui sont en manque. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de stock d'après les annonces, mais on continue toujours à distribuer 2 ou 3 bouteilles aux familles. Donc on attend déjà cette urgence-là. Et ensuite, on attend des réponses aussi par rapport à notre lettre ouverte qu'on a envoyée, en espérant qu'on aura une réponse cet après-midi parce qu'il y a une séance plénière au conseil départemental et on attend beaucoup d'actions concrets et non pas des annonces encore qui vont devoir attendre des lois. Des denrées alimentaires et de l'eau. L'heure pour l'instant est à la survie, loin des lois et des projets à long terme qui montrent une nouvelle fois la déconnexion du gouvernement et des demandes de son peuple. Le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Oili, s'est dit par ailleurs déçu sur France Inter que le Premier ministre ne soit pas allé visiter aujourd'hui un bidonville pour, je cite, se rendre compte lui-même du désastre. Sur un autre aspect, alors que les morts n'ont pas fini d'être comptés, les responsables politiques commencent déjà à parler, vous me voyez venir,
d'immigration, bien sûr. En emboîtant le pas à Bruno Retailleau et Emmanuel Macron, François Bayrou revient sur la question du droit du sol. Est-ce qu'il faut revenir sur le droit du sol à Mayotte, monsieur le ministre ? En tout cas, c'est une question qu'il faut poser, que j'avais posée dans une campagne présidentielle antérieure. Si vous fouillez vos bulletins, à Mayotte et en Guyane, il y a des difficultés très particulières, très localisées. Il faut savoir que les obligations de quitter le territoire français, on dit qu'on en exécute 7%, ça veut dire que 93% ne sont pas exécutés. Mais dans les 7%, au moins la moitié sont exécutés à Mayotte et en Guyane. Parce qu'il suffit de retraverser pour que les personnes soient ramenées dans le pays d'où elles viennent. Et ça ne veut pas dire que ça résolve la question, parce que s'il y en a autant qui arrivent que de ceux ou celles qui partent. La question migratoire est un vrai sujet pour Mayotte, à traiter avec sérieux, recul et non pas au lendemain d'une catastrophe climatique où les habitants réclament de quoi survivre et où le bilan dramatique aurait pu être évité avec une réelle politique de l'État. Le bilan meurtrier est selon les Mahorais le résultat d'un abandon par la métropole et d'un sous-investissement dans les services publics. Une opinion partagée par le sénateur mahorais Saïd Omar Oili qui explique « On annonce beaucoup d'aides et on ne les voit pas. Il n'y a aucune solution alternative. » Selon le sénateur, en 10 jours, 390 000 bouteilles auraient été distribuées pour 320 000 habitants. L'élu avertit, je cite, « Les gens ne dorment plus, sont exténués » et a demandé une commission d'enquête pour tirer toutes les conséquences de cette crise. Derrière les visites présidentielles ou ministérielles à Mayotte, la population est donc livrée à elle-même. Mediapart rapporte que l'aide tarde à se concrétiser malgré les discours et les caméras. La sidération a laissé la place à la colère et le sentiment d'abandon est généralisé. Même retour de terrain du journaliste Louis Viter. Les enseignants qui interpellent Elisabeth Borne à Mayotte sont suivis par le journaliste depuis plus d'une semaine. Au centre d'hébergement d'urgence dans lequel ils distribuent nourriture et eau, sur leurs fonds propres, ils n'ont vu personne de l'État en 15 jours. Sur place, les responsables politiques ont du mal à répondre à la réalité du terrain. Hop, on tourne le dos, circuler, il n'y a rien à voir. Les habitants français ou non des bidonvilles ont été les plus touchés par le cyclone car beaucoup plus vulnérables. François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, estimait sur France Info qu'il faut empêcher la reconstruction des bangas et envisage que les habitants en situation irrégulière vivant dans ces abris de fortune rasés par le cyclone Chido puissent retourner aux Comores. Expulsés, voilà la réponse miracle contre la pauvreté et les réparations post-cyclone selon nos élites françaises. Dominique Pellicot, condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer et faire violer à des dizaines d'inconnus, ne fait pas appel. Béatrice Zavaro, l'avocate de M. Pellicot, l'a annoncé ce matin sur France Info pour ne pas infliger, je cite, une nouvelle épreuve à son ex-épouse Gisèle Pellicot. 17 accusés sur 51 ont cependant déjà fait appel. Le 19 décembre, au terme de près de 4 mois d'un procès symbole de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, cette cinquantaine d'hommes avaient été condamnés à des peines allant de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, à 20 ans de réclusion criminelle. Dominique Pellicot a été étonné de voir ces appels, surtout par des individus qui, à la barre, avaient présenté leurs excuses à Gisèle Pellicot, a déclaré Madame Maître Béatrice Zavaro à l'AFP. L'avocate estime qu'une déclaration d'appel vient en contradiction avec ces mots. L'épreuve n'est donc pas terminée pour Gisèle Pellicot qui devra retourner dans un tribunal. En tout cas, elle n'en a pas peur. C'est-à-dire que si cela devait se passer, elle nous a d'ores et déjà indiqué qu'elle y ferait face, si elle en a la santé, évidemment, puisque c'est une femme qui a aujourd'hui 72 ans. Mais en tout cas, ça ne lui fait pas peur, a affirmé l'avocat de Madame Pellicot, Stéphane Babonneau. Alors que les condamnations internationales et qualifications de génocide se multiplient contre les gouvernements israéliens et son action en Palestine, la politique de Benjamin Netanyahou continue de tuer. La dernière cible de l'armée israélienne, le dernier grand hôpital du nord de Gaza. Israël continue de viser les hôpitaux de Gaza dans une remarquable indifférence. Hier, l'hôpital Al-Wafa a été détruit par une frappe israélienne qui a tué 7 personnes et fait plusieurs blessés. Côté israélien, toujours la même justification. L'armée a indiqué avoir mené une frappe ciblée contre une unité de défense antiaérienne du Hamas qui utilisait selon elle l'établissement comme un centre de commandement pour préparer et lancer des attaques terroristes. Mais pour la défense civile, ce bombardement condamne des milliers de Palestiniens. إلى الإبادة والآن خرجت كل الخدمات عن العمل في شمال القطاع وبات قرابة 20,000 مواطن مهددون بالموت لأن هناك لا يوجد أي أحد يستطيع أن يقدم لهم الخدمة بشكل مطلق.
Israël a aussi bombardé ce week-end l'hôpital Kamal Adwan, le dernier grand centre de secours du nord de Gaza qui a abrité 350 personnes. Le directeur de l'hôpital, figure de la résistance et des membres du personnel ont été arrêtés car suspectés par Israël d'être des partisans du Hamas. Pour rappel, à ce jour, l'on décompte plus de 45 000 morts, dont plus de 14 000 enfants en Palestine. 1,9 million de personnes sont déplacées sans cesse. Cela fait presque un mois que le gouvernement de Bachar al-Assad est tombé en Syrie. L'heure est désormais à la reconstruction et à l'avenir. Mais pour y parvenir, il faudra passer par des élections. Et pour les autorités en place, le processus risque de prendre du temps. Pas d'élection avant 4 ans en Syrie, c'est ce qu'a laissé entendre Ahmed al-Shara, anciennement connu sous le nom d'Abu Ahmad al-Joulani. Le nouvel homme fort du pays, à la tête du mouvement HTC qui a renversé Bachar al-Assad, a indiqué dans une interview à la chaîne saoudienne Al Arabiya qu'il serait d'abord nécessaire de réécrire la constitution et de réaliser un recensement avant d'envisager des élections, ce qui peut prendre 2 ou 3 ans. Il a également exhorté Donald Trump à ne pas poursuivre la politique de la précédente administration américaine en levant les sanctions économiques contre la Syrie pour soutenir la reconstruction du pays. Sur le plan international, al-Shara a aussi demandé à l'Iran et la Russie, principaux alliés de la Syrie d'Al-Assad, de ne pas interférer dans les affaires du pays tout en continuant leur soutien stratégique. Concernant les droits des minorités, où le nouveau pouvoir syrien est attendu, al-Shara a indiqué vouloir entamer des négociations avec les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes si ces derniers acceptent de restituer leurs armes à l'État. C'est la fin de ce Flash Info que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et le canal 165 de la Freebox. Vous n'avez plus que 24 heures pour participer à notre grande campagne de dons de fin d'année. Vous le savez, le journalisme indépendant a un coût et on ne vit que grâce à vous. On rappelle que les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Alors si vous donnez 100 €, cela reviendra à 34. Nous avons récolté 200 000 €. Merci à vous. On continue de se mobiliser pour vous faire vivre votre média. Rendez-vous sur lemediatv.fr. Merci et à bientôt.